Pendant de longues années, un géant américain de l'industrie des semi-conducteurs a dominé les conversations technologiques et les portefeuilles d'investissement. Cependant, au fil des années, cette entreprise iconique a commencé à perdre du terrain. Son déclin, attribué à un manque d'innovation, mais aussi à une concurrence féroce, a laissé de nombreux observateurs sceptiques. Nous parlons bien sûr d'Intel. Dans un secteur où chaque avancée technologique peut changer la donne, Intel a connu des défis de taille. Des parts de marché perdues, une réputation ternie par un manque d'innovation et une concurrence acharnée ont mis à l'épreuve sa position de leader. Mais alors que certains commençaient à compter Intel parmi les grands perdants de cette course technologique, l'entreprise a répondu d'une manière qui a surpris beaucoup d'investisseurs. Amis supporters parisiens, Intel vient de lancer sa remontada. Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va analyser les fondamentaux de l'entreprise Intel pour savoir déjà si c'est une entreprise que toi en tant qu'investisseur tu ne devrais même pas y jeter un coup d'œil parce qu'elle est complètement morte, enterrée, ou si au contraire c'est peut-être que l'entreprise a trébuché mais qu'actuellement elle est en train de se relever et qu'il y aurait peut-être un coup à réaliser. Pour rappel, ce n'est pas parce qu'une entreprise n'est pas, ou du moins n'est plus leader de son domaine, qu'elle aura forcément un parcours boursier médiocre. Bien au contraire, on peut être numéro 2, numéro 3 dans un secteur et se porter plutôt bien. Donc on va vraiment voir ça ensemble. On regardera aussi ce que eux pensent les analystes des projections futures, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de bénéfices par action. Et en fin de vidéo, je te dévoilerai le prix d'achat maximal auquel moi je serai prêt à payer cette entreprise pour pouvoir réaliser des rendements convenables. Donc c'est parti. Alors, du coup Intel qui s'échange là actuellement à un peu moins de 36 $. Donc dans un premier temps, le plus important qu'on va regarder, c'est au niveau de sa dette. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'une entreprise soit pas du tout endettée, ou si elle a de la dette, que cette dette soit maîtrisée. Pourquoi ? Tout simplement qu'une entreprise qui sait gérer sa dette, c'est une entreprise qui aura peu de chances de faire faillite, surtout quand les conditions économiques se dégradent. Donc pour ça, on va regarder deux indicateurs, qui sont à la fois la dette long terme et la dette nette. Et ce qu'on va vouloir, c'est que ces deux indicateurs puissent être remboursés en moins de 5 années de free cash flow. Donc pour le calculer, ça va être relativement simple. Il va falloir, donc je vais prendre ma calculatrice ici, voilà. Vous allez prendre ici le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Donc ça c'est la moyenne. Donc les 4,62 qu'on va multiplier par 5. Ça va nous donner 23,1. Donc on veut dans un premier temps que la dette long terme de l'entreprise soit inférieure à 23,1 milliards $. Donc nous on va aller directement dans son bilan comptable. On va descendre jusqu'à sa dette long terme qui est ici de 53. Alors là, aïe. Là, si on fait du coup 53, on est bien au-deçà de notre valeur, 4,62, ça donne un peu plus de 11 années, quasiment 12 années qu'il faudrait à l'entreprise pour rembourser sa dette long terme. Donc ça, c'est énorme. Là, on ne peut pas dire qu'actuellement, la dette long terme de l'entreprise soit maîtrisée. Donc là, gros point noir. Maintenant, on va regarder au niveau de sa dette nette. Pour la calculer, il faut faire la différence entre sa valeur d'entreprise qui est juste ici et la capitalisation boursière. En gros, la capitalisation boursière, c'est si quelqu'un arrivait et rachetait l'intégralité des actions de cette entreprise pour être propriétaire à 100% de l'entreprise, il aurait du coup à débourser 154 milliards $. La valeur d'entreprise, c'est si quelqu'un rachetait l'intégralité des actions en circulation, donc devenait propriétaire à 100% de l'entreprise, et qu'en plus, il remboursait toute la dette de l'entreprise. Et dans ce cas-là, il aurait à verser 211 milliards $. Donc si on fait la différence, 211 moins 154, ça nous donne 57. 57 qu'on va rediviser, nous, et toujours par notre free cash flow moyen ici, là, des 4,62, ça va nous donner ici 12,3. Donc là, l'entreprise mettrait un peu plus de 12 années pour rembourser sa dette nette. Donc là, honnêtement, je peux vous dire que la dette long terme et la dette nette ne sont pas maîtrisées pour l'entreprise Intel. Après, cependant, attention, parce que la moyenne ici du free cash flow d'Intel de 4,62 est relativement faible.
Pourquoi? Parce que ces dernières années, en fait, le free cash flow de l'entreprise était négatif. Si on va ici au niveau de son flux de trésorerie, comme on peut le voir, en 2020, 2019, 2018, vous voyez, on était du coup, on avait un free cash flow positif déjà et qui était supérieur à 10 milliards. Là, depuis 3 ans, on a fait même pas 10 milliards en 2021, moins 10 milliards en 2022 et moins 14 milliards en 2023. Donc forcément que ces 4,62 sont un peu faiblards. Cependant, si l'entreprise réussissait à récupérer, on va dire, ces niveaux-là, si on fait par exemple la moyenne là jusqu'en 2020, ça faisait 21 plus 17 plus 14 plus, il y en avait combien, 10 plus 12, 74 divisé par 5, on serait à 14,8. Et bien 14,8, si on reprend par exemple sa dette long terme, qui était, je ne me rappelle plus ici, de 53, 53 divisé par 14,8, on serait ici à moins de 5 années, 3 années et demie. Donc là, actuellement, vu qu'en fait Intel est en pleine phase de transition, c'est compliqué de dire actuellement si la dette est maîtrisable ou non. Si l'entreprise arrive à récupérer ces niveaux-là d'antan, il n'y a aucun souci, la dette d'Intel est maîtrisée. Cependant, elle ne va pas investir autant chaque année. Mais si, je veux dire, son free cash flow était moindre, n'arrivait pas à revenir à ses niveaux d'antan, était aux alentours des, je sais pas, 5, entre 5 et 10 milliards, dans ce cas-là, eh bien, la dette d'Intel serait très peu maîtrisée. Maintenant, on va regarder quoi? On va regarder les différents indicateurs de rentabilité. On veut que l'entreprise, lorsqu'elle injecte 1 euro, on veut qu'elle en récupère le plus possible. Donc pour ça, on va regarder 3 indicateurs qui sont le ROA, donc la rentabilité des actifs, le ROE, la rentabilité des capitaux propres, et le ROIC, la rentabilité des capitaux investis, qui va prendre en compte ce ROIC à la fois les capitaux propres, mais aussi tout l'argent qui est issu de la dette. Et ce qu'on va vouloir, c'est vraiment que ces 3 métriques soient d'au minimum 12%. Et bien là, comme on peut le voir, on est très loin du compte. Regardez, le ROA qui est même pas à 1%, le ROE qui lui est à même pas 2%, et le ROIC cette année qui est littéralement à 0%. Après, sur ce site, par exemple, le ROIC, il est calculé principalement en fonction du free cash flow. Donc, vu que le free cash flow était négatif, c'est normal que le ROIC ici soit faible. Mais si on regarde ici, au cours des 5 dernières années, il était de 7,5% environ. Donc là, actuellement, on ne peut pas dire que ce soit le cas, on ne peut pas dire que l'entreprise utilise à bon escient ses capitaux. Cependant, vu qu'elle les utilise pour justement construire de nouvelles usines et avoir un futur meilleur en proposant des produits de meilleure qualité, et bien forcément que là, son retour sur les capitaux investis va augmenter au fil des années, au fur et à mesure qu'elle récupérera des parts de marché. Donc là, on va dire que cette métrique n'est pas cochée, mais il y a des éléments qui l'expliquent. L'entreprise verse un dividende à ses actionnaires, donc cette année de 3 milliards en tout, ce qui représente ici un rendement de 2%. Et là, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps. Donc on va toujours le comparer au free cash flow moyen qui est juste ici, de 4 milliards 62. Si on fait 3,09 divisé par 4,62 fois 100, ça va nous donner 67%. En gros, l'entreprise utilise 67% de ses bénéfices pour les redistribuer à ses actionnaires sous forme de dividendes. Moi personnellement, j'aime bien quand une entreprise verse au maximum 50% pour utiliser au moins du coup 50% du free cash flow pour réaliser 4 autres choses qui sont le remboursement de la dette, le rachat d'actions, le réinvestissement en elle-même ou l'acquisition de nouvelles entreprises. Là, si tu étais actionnaire avant, tu l'as peut-être vu, mais Intel avant c'était un dividende aristocrate qui arrivait à augmenter son dividende d'année en année. Et cette année, elle a décidé de le couper. Elle a dû faire une division par an. Chose honnêtement qui est bien quand on voit que le free cash flow était négatif pour l'entreprise, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'entreprise n'a pas décidé tout simplement de couper entièrement son dividende et de ne plus en verser en attendant en fait que les conditions s'améliorent. Là franchement, je comprends pas pourquoi ils ont réalisé ça à la tête de cette entreprise.
Je trouve que c'est une mauvaise chose, surtout quand on voit ici un free cash flow là, au cours des 2 dernières années, comme on l'a vu tout à l'heure, qui était négatif. C'est-à-dire que l'entreprise, quand elle vous verse un dividende et que votre free cash flow est négatif, l'entreprise utilise en gros l'argent qu'elle a en cash. C'est-à-dire l'argent qui est ici là, ce que vous voyez ici là, cash and short-term investment, elle est obligée d'en utiliser pour verser des dividendes à ses actionnaires. Et au final, ça se voit ici. Comme on peut le voir, on était à 29 milliards en 2021, cette année on n'est plus qu'à 25 milliards. Donc du coup, ça réduit le bilan comptable de l'entreprise. Moi personnellement, je trouve ça dommage. Une entreprise, à un moment, si elle n'arrive pas à générer de sous, devrait tout simplement arrêter de distribuer des dividendes. La seule différence, ça pourrait être, on va dire, pour les entreprises cycliques qui, elles, ont des années où elles génèrent quasiment que dalle, d'autres années où c'est beaucoup plus fast, elles en génèrent énormément. Mais là, pour une entreprise comme Intel, qui est en pleine reconversion, elle aurait dû tout simplement décider d'arrêter totalement son dividende. Au niveau des marges, une marge brute ici de 40%, ok, ce que pas trop mal, et des marges nettes, donc au cours des 5 dernières années, de 20%, ce qui était bien. Et par contre, cette année, on n'est qu'à 3%. Donc là, tout l'objectif pour Intel, ça va être de réussir à récupérer ces marges qu'elle faisait dans le passé. Maintenant, pour finir, on va regarder les différents indicateurs de croissance. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'à la fois l'entreprise vende de plus en plus de produits et qu'en plus, son résultat net et son free cash flow soient eux aussi en croissance. Sinon, ça veut tout simplement dire qu'il y a des frais ici qui se sont rajoutés. Donc, au cours des 5 dernières années, en 2019, Intel avait un chiffre d'affaires de quasiment 72 milliards, cette année 54 milliards. Donc là, grosse chute. C'est principalement lié à quoi ? Au fait que l'entreprise n'a pas à un moment assez investi. Donc du coup, d'autres entreprises telles que Nvidia ou AMD ont commencé à réaliser des produits supérieurs à Intel. Elle a commencé à perdre en innovation, en part de marché, et ça se traduit forcément par un chiffre d'affaires qui baisse parce que les gens achètent de moins en moins leurs produits. Donc du coup, quand on voit un chiffre d'affaires qui baisse autant, le résultat net va suivre lui aussi normalement. En 2019, il était de 21 milliards, cette année, même pas 2 milliards. Ok. Et maintenant, au niveau de son free cash flow, donc là, pas de grosses surprises, ça sera pareil. 2019, il était ici de 16 milliards et cette année, il est négatif. Alors après, pourquoi le free cash flow est négatif ? Quand on voit en fait le free cash flow, il se calcule comment ? Il faut juste prendre ici le cash venant des opérations auxquelles on enlève ici les dépenses en capital. Et comme l'entreprise a décidé en fait de dépenser énormément, pas de dépenser mais d'investir énormément d'argent pour justement construire de nouvelles usines et essayer de récupérer sa position de leadership, ça se traduit ici par une forte augmentation de ses dépenses en capital. Comme on pouvait le voir avant là, elle tournait ici aux alentours des, on va dire 10 milliards. À partir de 2018, elle avait même augmenté de 5 milliards de plus, on était aux alentours des 15 milliards, et là, les 3 dernières années, 20, 25, 25. Donc comme vous voyez, c'est normal que le free cash flow là ici soit aussi bas. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça c'est des investissements qui ne se répéteront pas chaque année, bien sûr. Peut-être qu'à partir de, 2024 ou 2025, ces dépenses en capital reviendront peut-être aux alentours des 15 milliards. Donc ce qui permettra au free cash flow, lui, d'augmenter en conséquence. Ok, et enfin, la dernière métrique que l'on va regarder, c'est une métrique très importante puisqu'elle va permettre de savoir si oui ou non, toi, en tant qu'investisseur, tu es dilué. Ça va être le nombre d'actions en circulation. Ce que tu veux, c'est en tant qu'investisseur, que l'entreprise soit possède toujours le même nombre d'actions au moment où tu l'as acheté et maintenant, ou que cette métrique soit en diminution. Donc on va toujours regarder au cours des 5 dernières années. En 2019, il y avait 4 milliards 470 millions d'actions. Cette année, 4 milliards 21 millions d'actions. Ok, donc l'entreprise rachète régulièrement ses actions. Donc toi, en tant qu'investisseur, tu n'es pas dilué. Ça, c'est bien. Tu es propriétaire d'une plus grande partie de l'entreprise. Ok, donc si on fait juste ici un petit récap, ce qu'on voit, c'est pas grand-chose de bon. Comme vous pouvez le voir là, quasiment tout est au rouge. Honnêtement, oui, tout est au rouge, sauf le nombre d'actions en circulation qui a diminué, et encore pas tant que ça, et on va dire les marges là, de 20% qui sont plutôt correctes. Après, moi personnellement, je crois au renouveau d'Intel, pour la simple et bonne raison que ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que l'entreprise investit énormément là, depuis 3 années pour essayer de récupérer sa position dominante.
Donc forcément, ces investissements vont payer un jour ou un autre, peut-être pas forcément dans le court terme, mais à plus long terme, oui. En plus, il faut bien se rappeler que les tensions géopolitiques qu'il peut y avoir entre les USA et la Chine, et même avec Taïwan qui est un gros fournisseur de microprocesseurs, et bien forcément ça va favoriser aussi les entreprises américaines comme Intel, parce que du coup avec les réglementations, on va dire beaucoup d'États, donc que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui commencent à interdire d'utiliser des processeurs venant de Chine, donc forcément Intel va pouvoir en bénéficier. Donc moi voilà, ouais, je crois fort en cette entreprise. Donc maintenant on va jeter un rapide coup d'œil sur ce que pensent les analystes du futur. Donc, alors au niveau de son bénéfice par action, on peut voir ici qu'il s'attend à une forte augmentation de son bénéfice par action. Après, c'est pas étonné, il a tellement été impacté que là, il va rebondir en conséquence. Ok, et au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires, une croissance relativement soutenue. Si je dis pas de bêtises, je crois que le marché des semi-conducteurs, il a une croissance annualisée là aux alentours des 6%. Et donc là, Intel ferait mieux, donc ce qui est plutôt bon signe. Et on serait aux alentours des, probablement 9% annualisés. Ok. Maintenant, on va du coup utiliser notre outil qui va nous permettre de trouver un prix d'achat idéal pour pouvoir réaliser un rendement qui battra en fait un indice de référence. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, ça permet de nous soutenir. Alors, donc, nous, on va réaliser déjà des estimations sur 10 années parce qu'on est des investisseurs long terme. Au niveau de la croissance, ici, de son chiffre d'affaires, on a vu là que les analystes, ils estimaient une croissance de, peut-être autour des 9-10%. Moi, pour le coup, je vais mettre ici du 6, 8, 10. Ensuite, au niveau de ses marges, comme on peut le voir, les marges là, ils ont été énormément impactées là, cette année là, de 3%. Mais l'entreprise arrivait à être aux alentours des 20% initialement. Bon, on va nous se mettre à, 18, 20, 22. Les marges sur le free cash flow, bon là j'imagine qu'avant elles étaient plus ou moins identiques, donc là je vais mettre exactement pareil, 18, 20, 22. Maintenant, au niveau de son PER et le PCF, un indice comme le S&P 500, c'est un PER moyen entre 15 et 16. Et nous, on va pouvoir en fait ajuster cette métrique en fonction de facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Là, cette année, on est à 0, mais sinon, on n'était même pas à 10%. Cependant, rappelez-vous, avec tous ces investissements, forcément, le ROIC au cours des 3 dernières années a été énormément impacté. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise avait normalement en fait un ROIC supérieur à nos 12%. Donc là, oui, on peut dire que l'entreprise mérite son petit premium là-dessus. Ensuite, est-ce qu'il y a une forte croissance de son chiffre d'affaires? Là, des croissances entre 6 et 10%, ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas mauvais non plus. Donc du coup, moi je vais partir ici sur du 15, 16 et 17. 15, 16 et 17. Et maintenant, le rendement que je souhaite, on va mettre déjà nous juste du 9%, comme si c'était un indice de référence, tel que le S&P 500. On va analyser ensemble et ça va nous donner ces résultats. Ce qui veut dire qu'actuellement, si tu penses que les estimations que j'ai réalisées, même celles les plus pessimistes, là, à gauche, si tu penses qu'elles se réaliseront au cours des 10 prochaines années, dans ce cas-là, toi, tu pourrais acheter l'entreprise jusqu'à 43,50$ pour réaliser un rendement de 9%. Donc comme le S&P 500. Maintenant, si tu achetais l'entreprise aujourd'hui, même pour les estimations, on va dire les plus basses, à son prix actuel là, de 36$, tu réaliserais un rendement de quasiment 12%, donc ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que ce ne sont que des estimations. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas prédire le futur. Donc, je suis obligé, moi ici, de me mettre une marge de sécurité. Donc, au lieu de mettre du 9% comme un indice, moi, je vais demander au minimum du 12, du 13,5 et du 15. Ça, après, c'est à vous de choisir la marge que vous souhaitez mettre. Si vous voulez mettre, que du 10%, mettez du 10%, du 11% que du 11%. Si au contraire, vous voulez du 20%, mettez du 20%. Ça, c'est vous, en tant qu'investisseur, qui devez décider de votre marge. On analyse tout ça, et maintenant, ça nous donne quoi? Ça nous donne ces résultats. Donc, comme on peut le voir, à l'heure actuelle,
l'entreprise Intel semble sous-évaluée. Parce que même si vous achetiez l'entreprise à son prix actuel, donc aujourd'hui, vous réaliseriez quasiment 12% de rendement. Si en revanche, vous pensez que les estimations hautes se réaliseront, donc celle-ci, et que vous achetiez l'entreprise aujourd'hui là à 36 $, alors vous réaliseriez un rendement annualisé de 20%. Donc voilà, personnellement, Intel, c'est une entreprise que j'adore. Oui, elle a connu des difficultés, mais je pense que depuis les deux dernières années principalement, l'entreprise essaye justement de corriger le tir. Je suis persuadé que les investissements qu'elle est en train de réaliser vont lui permettre, pas forcément de redevenir leader dans son domaine, mais en tout cas de regagner des parts de marché en allant titiller à la fois les AMD et les Nvidia. Du coup, je crois fort en la croissance du chiffre d'affaires de ces entreprises. Je crois fort aussi en ses marges. Maintenant, la question à se poser, c'est ok, mais dans combien de temps? Parce que là, si l'entreprise arrive à récupérer, on va dire, je sais pas, ses marges de 20%, mais du coup, qu'il lui faut 5 années avant de les récupérer, et bien là, ce prix d'achat n'est plus bon. Ça veut dire qu'il faudrait, nous, je sais pas, on va dire moyenner ici, et peut-être que ça nous donnerait, je sais pas, on serait peut-être en autour des 8, 12 et 16 par exemple. Si on mettait 8, 12, 16, ça nous donnerait quoi du coup? Là, peut-être que l'entreprise ne serait plus du tout achetable. Voilà, l'entreprise serait actuellement un peu trop même surévaluée. Donc voilà, donc c'est actuellement, si tu investis en fait sur Intel, c'est vraiment plus un pari sur leur capacité à revenir à leur niveau d'antan, à être de nouveau innovant. Moi, j'y crois fort. Donc toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es actuellement investisseur de cette entreprise ou si au contraire, peut-être que tu étais investisseur avant, mais tu as décidé d'arrêter complètement et de vendre tes positions parce que justement ce déclin t'a fait plutôt peur. Donc n'hésite pas à nous dire dans les commentaires. C'était Maxime. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!